1492. Pour beaucoup, cette date évoque tout de suite Christophe Colomb, la découverte d'un nouveau monde. Et pourtant, pour tout un peuple, le peuple juif, cette même année ne marque pas le début, mais bien la fin d'un monde. C'est une histoire de déracinement, bien sûr, mais aussi, et on va le voir, une histoire d'incroyable résilience. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Un seul événement, en une seule année, qui change tout. Pour vraiment saisir la violence de ce choc, l'ampleur de cette rupture, il faut d'abord comprendre ce qui a été perdu. Alors revenons un peu en arrière, juste avant le drame. Parce qu'avant la rupture, il y a eu ce qu'on appelle un véritable âge d'or. Pendant des siècles, la vie juive en Espagne a brillé de mille feux, atteignant des sommets culturels et intellectuels. Alors plongeons ensemble dans ce monde séfarade pour bien mesurer l'immensité de la tragédie qui se prépare. Alors, de qui parle-t-on exactement? Des séfarades. Le mot est simple, il vient de séfarade, qui est tout simplement le nom de l'Espagne en hébreu. Ce sont donc eux les protagonistes de notre récit, c'est leur monde, leur culture et leur exil forcé qu'on va explorer. Et il faut bien se rendre compte à quel point cette communauté était brillante au début du XVe siècle. On ne parle pas d'une petite communauté isolée, non. On parle de véritables piliers de la société ibérique. Imaginez, des médecins et des scientifiques réputés, des philosophes qui dialoguaient avec les plus grands esprits de leur temps, des commerçants qui avaient des réseaux dans le monde entier. Bref, une civilisation vraiment à son apogée. Mais voilà, cet âge d'or commence à s'assombrir. Un nouveau chapitre s'ouvre. Un chapitre beaucoup plus sombre, marqué par la peur et la persécution. Une ombre immense commence à planer sur l'Espagne. L'ombre de l'Inquisition. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce changement brutal? Tout part d'une ambition politique. Les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, sont en train d'unifier l'Espagne. Et dans leur esprit, c'est très clair. Un royaume uni, ça veut dire une seule foi, une seule religion, le catholicisme. Et cette idée, qui devient une véritable obsession, va sceller le destin de tous les autres. Face à cette pression insoutenable, une nouvelle figure apparaît. Une figure vraiment tragique, le converso. Qu'est-ce que c'est un converso? C'est un juif qui a dû faire un choix impossible, se convertir au christianisme pour survivre. Mais le drame, c'est que même après la conversion, la suspicion reste. Pour l'Inquisition, ils sont toujours suspects, toujours soupçonnés de pratiquer le judaïsme en cachette. Essayons d'imaginer une seconde cette double vie, ce risque permanent. D'un côté, la vie publique. Il faut aller à la messe, faire semblant. De l'autre, dans le secret du foyer, à l'abri des regards, continuer à célébrer le Shabbat, à transmettre les traditions. C'était vivre avec la peur constante d'être dénoncé et de finir sur le bûcher. Et on y arrive, le point de non-retour, l'année fatidique, 1492. Ce n'est plus une menace qui plane, non, c'est un couperet qui tombe. Une décision est prise et elle est irréversible. Elle va briser des dizaines de milliers de vies et effacer plus de 1000 ans de présence juive en Espagne. La chronologie est absolument sidérante. En 1492, l'édit d'expulsion est proclamé. La même année, Christophe Colomb part pour les Amériques. C'est comme si un monde se fermait pendant qu'un autre s'ouvrait. Et ça ne s'arrête pas là. 5 petites années plus tard, en 1497, c'est au tour du Portugal de faire la même chose. En moins d'une décennie, toute la péninsule ibérique est vidée de sa population juive. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Cette expulsion, aussi terrible soit-elle, n'est pas une fin. C'est le début d'autre chose. Le début d'un exil qui va, littéralement, redessiner toute la carte du monde juif. C'est une histoire de dispersion, oui, mais aussi, et c'est crucial, de reconstruction. Alors, où vont-ils, ces exilés? Ils prennent la mer, ils cherchent un refuge, et ils le trouvent principalement dans l'Empire ottoman, qui les accueille à bras ouverts. Mais aussi en Afrique du Nord, en Italie, un peu plus tard aux Pays-Bas. C'est vraiment une toute nouvelle géographie du monde juif qui se crée sous nos yeux. Et il y a une conséquence un peu paradoxale à tout ça. Pendant que ces nouvelles communautés séfarades se créent, d'autres centres juifs qui existaient déjà, notamment en Pologne et en Lituanie, se retrouvent renforcés par cet afflux. C'est donc l'ensemble du monde juif qui est reconfiguré. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante, parce que cette culture séfarade, au lieu de s'étendre, va connaître une seconde vie incroyable. Elle ne se contente pas de survivre, non, elle prospère. Elle s'adapte, elle s'enrichit au contact d'autres cultures, surtout, on l'a dit, dans l'Empire ottoman, qui devient son nouveau cœur vibrant. Bon, après tout ça, quel est l'héritage durable de cet événement? Comment est-ce qu'un traumatisme de cette ampleur, mais aussi cette transformation incroyable, continue de façonner l'identité et la mémoire juive jusqu'à aujourd'hui? Le premier point, il est factuel et sans appel. Ces deux dates, 1492 et 1497, marquent la fin.
la fin définitive de la présence juive en Espagne et au Portugal. Une présence qui datait de l'époque romaine, c'est dire. C'est une page immense de l'histoire qui est tournée, de manière extrêmement brutale. Mais, on l'a vu, des cendres de cette destruction, un nouveau centre de gravité est apparu, l'Empire ottoman. C'est devenu la nouvelle patrie du judaïsme séfarade. Un endroit où sa langue, sa musique, ses traditions ont pu non seulement être préservées, mais aussi continuer à vivre, à évoluer. Et puis, il y a l'immatériel. Au-delà des cartes et de la géographie, il y a la cicatrice psychologique. Ce traumatisme de la perte, de l'exil forcé, est devenu une composante essentielle de la mémoire collective juive. Quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et on termine avec cette question qui dépasse largement notre récit. L'histoire des Séfarades après 1492, ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple. C'est une réflexion universelle sur la résilience, sur la capacité d'une culture non seulement à survivre quand on lui arrache sa terre, mais aussi à se réinventer et à prospérer ailleurs. Et ça, c'est une question qui résonne encore très très fort aujourd'hui.